Chaque année en France, plus de 160 000 enfants seraient victimes de violences sexuelles. Pourtant, le sujet reste difficile à aborder dans les familles comme à l'école. Voilà, on aime détourner les yeux et voilà, c'est parce que ça nous fait de la peine, ça nous fait du mal, mais je pense qu'il est vraiment essentiel là qu'on confronte ce sujet en ce moment en tout cas. En parallèle, les parents n'ont jamais eu autant de conseils sur l'éducation. Bienveillance, consentement, émotion, autorité, les repères évoluent, parfois au point de susciter de nouvelles interrogations. Comment protéger nos enfants sans leur transmettre la peur? Comment poser un cadre qui les aide à grandir? Pour en parler, je reçois aujourd'hui Marie-Estelle Dupont. Merci. Bonjour Margot. Bonjour, ça va? Merci beaucoup pour cette invitation. Merci à toi d'être là aujourd'hui. Tu es psychologue clinicienne, spécialiste de l'enfance et de la famille. Et tu as publié aussi également Se séparer sans s'abîmer, un livre qui accompagne les parents dans l'une des épreuves les plus difficiles de la vie, qui est la séparation. Tout à fait, c'est un livre sur la séparation, avec ou sans enfant, mais notamment avec enfant, qui sort le 16 septembre chez Fayard. Comment préparer un enfant au risque, notamment aux violences sexuelles, sans lui apprendre à avoir peur du monde? Alors, je pense que quand on est parent, évidemment, on est inquiet pour son enfant. Tous les parents n'ont pas les mêmes inquiétudes en fonction de leur histoire, de leur personnalité, de leur profession aussi. C'est vrai que nous, par exemple, les psychologues, on est malheureusement très conscients, on n'a pas beaucoup d'illusions sur la pédocriminalité parce qu'on voit beaucoup de cas. Mais quoi qu'il en soit, tous les parents avertissent les enfants de dangers dès le début de la vie, qui sont des dangers matériels, domestiques, les animaux, donner la main en traversant la rue, et les parents le font sans aucune difficulté. Donc je crois que c'est important de redire aux parents, vous ne vous posez pas la question d'alerter sur les dangers physiques, sur les risques, que l'enfant ne s'approche pas d'une fenêtre, que l'enfant ne traverse pas la rue sans donner la main, etc. Et vous ne vous dites pas, quand vous l'avertissez, oh mon Dieu, je vais le traumatiser si je lui parle d'un danger. Vous le faites très, très naturellement. C'est exactement la même chose. Il y a les dangers humains, les dangers non humains, il y a les risques physiques, il y a les risques psychologiques dans la vie. Et nos enfants sont tout à fait à même d'entendre que ce n'est pas parce que c'est une grande personne qui est devant moi que cette grande personne, elle veut forcément mon bien. Et un petit enfant est tout à fait en mesure d'entendre la question du bien et du mal et la question de la confiance. Comment je sais que je peux faire confiance à quelqu'un? Et est-ce que je vais donner tout de suite ma confiance sans connaître la personne? Ben non, tu vois, la confiance, c'est un cadeau. Confier, c'est un cadeau. Et il faut le donner par petits bons. On donne un petit peu de confiance, on vérifie que ça se passe bien, et encore un petit peu de confiance. Sinon, on prend un risque trop important. Et c'est des mots que l'enfant peut tout à fait entendre. Et c'est vraiment très important de dire à l'enfant, quand je ne suis pas là et que je te confie à quelqu'un, c'est que moi, j'ai vérifié que cet environnement était safe pour toi, était secure pour toi. Mais je ne peux pas avoir 100% de certitude. Donc s'il y a la moindre difficulté, le moindre geste qui te met mal à l'aise, la moindre parole qui te dérange, et surtout si on te dit de ne pas m'en parler, que c'est un secret, il n'y a pas de secret. Les seuls secrets autorisés avec les enfants, c'est une surprise pour un anniversaire. Mais du coup, c'est une surprise, c'est pas un secret. C'est une surprise pour le spectacle de fin d'année, mais il n'y a pas de secret. Donc tu m'en parles, voilà. Tu m'en parles, je suis là. Et vraiment, dire à l'enfant le bien existe et le mal existe. Et en fait, si on n'outille pas nos enfants à repérer le bien et le mal, si on est dans un relativisme moral, il faut comprendre qu'on met nos enfants en danger et que c'est vraiment important, surtout à une époque où on parle beaucoup du consentement. Et c'est très bien de parler du consentement parce que je pense que certaines personnes ne savaient même pas qu'elles avaient un droit à avoir un avis. Mais il faut quand même rappeler qu'il y a une asymétrie entre l'adulte et l'enfant qui fait qu'il n'y a pas de consentement qui tienne. Parce qu'un enfant, il est manipulable et qu'on peut lui faire fabriquer un consentement, on peut lui arracher un consentement. Donc il faut dire à nos enfants, il n'y a pas de consentement, je ne te demande pas ton avis, c'est interdit. Les gestes sexuels avec un adulte, c'est interdit. Même si tu es d'accord, on n'a pas le droit de te proposer. Et ça, c'est vraiment très important pour prémunir l'enfant contre toutes les manipulations de langage qu'un adulte pervers pourrait employer, parce qu'évidemment, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. L'animateur pervers, l'adulte pervers, le babysitter pédocriminel,
il va évidemment faire croire à l'enfant que c'est un jeu et que c'est pour avoir du plaisir. Et donc, c'est important de dire à l'enfant qu'il n'y a pas de consentement qui tienne à son âge. Merci de poser les mots. Je pense que c'est important et même pour nous, les adultes, aussi, ça fonctionne. Quels sont les signes qui doivent alerter? Existe-t-il des symptômes physiques ou psychologiques pouvant faire penser qu'un enfant est victime de violences sans tomber dans des interprétations hâtives? Oui, alors d'abord, si votre enfant a un changement de comportement subit, c'est-à-dire vous aviez un enfant assez extraverti et puis tout d'un coup il se replie sur lui-même, ou au contraire un enfant plutôt solitaire, capable de jouer tout seul, avec une grande imagination, puis qui tout d'un coup vous sollicite tout le temps, a beaucoup de mal à se poser. Donc les changements de comportement comme ça à 180 degrés, ça doit nous alerter. Évidemment, plus l'enfant est petit, moins il a de mots, et donc quand on ne peut pas dire avec des mots, on dit avec son corps. Donc tous les troubles au niveau du fonctionnement corporel, les maux de ventre, les douleurs inexpliquées, la difficulté par exemple à manger, un enfant qui se plaint tout d'un coup d'avoir envie de vomir à chaque fois qu'il passe à table, ça peut arriver, des enfants à qui on a demandé par exemple des fellations, qui vont avoir des vomissements ou des craintes de vomir en passant à table. Évidemment les troubles du sommeil, la peur d'aller tout d'un coup au lit parce que c'était peut-être sur la couchette pendant la sieste qu'il était abusé par l'animateur. Ou un enfant que vous aviez l'habitude d'aider à se préparer dans la salle de bain le matin, à coiffer, à se brosser les dents, et puis vous savez pas pourquoi tout d'un coup il devient brutalement très très pudique, il supporte pas qu'on rentre dans la salle de bain alors que vous aviez un fonctionnement où vous l'aidiez, et voilà. Euh, Tout ça, c'est des choses qui doivent nous alerter. À ce stade, on n'a pas de certitude, mais il faut enquêter, il faut pas avoir peur comment dire, de traumatiser l'enfant en le prévenant des dangers. Il ne faut pas avoir peur de le traumatiser en lui posant des questions. Il faut absolument qu'il puisse parler le plus vite possible. Si vous avez l'impression qu'il n'arrive pas à mettre les mots, parce que peut-être il ne sait pas que c'est interdit, c'est important de lui rappeler, on a parlé du consentement, c'est important de rappeler à nos enfants le sens du mot interdit. Le sens du mot interdit, l'interdit, c'est ce qui est dit entre. S'il y a un interdit, c'est pour préserver la relation. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de vous frapper, vous n'avez pas le droit de me frapper, c'est ce qui permet que, dans le temps long, notre relation professionnelle puisse être pérenne et respectueuse. Donc l'interdit, c'est pas quelque chose qui rabaisse, c'est quelque chose qui permet qu'il y ait un cadre et que les deux individus soient protégés. Un interdit, il est réciproque. Tu n'as pas le droit de taper ou d'insulter l'animateur, il n'a pas le droit non plus d'avoir accès à ton corps sans limite. Et rappeler ça à l'enfant peut l'aider à dire mais alors ce qui s'est passé, c'était pas normal. C'était pas normal qu'après la séance de sport, quand on est allé changer, il m'ait suivi dans les vestiaires et qu'il m'ait demandé de me déshabiller devant lui. Et si on rappelle pas l'interdit, l'enfant n'a pas de référence. Alors l'enfant peut le manifester pas directement, mais à travers un jeu. C'est-à-dire vous allez le voir, par exemple, brutaliser une poupée, tout casser dans ce qu'il avait construit au fil du temps, une construction qu'il avait fait dans sa chambre, et puis tout d'un coup, il casse tout. Ça peut vous alerter aussi. Il y a les cauchemars. Et si vous avez l'impression, vous avez une suspicion, mais que l'enfant n'arrive pas à parler, vous pouvez le faire dessiner. Les dessins de l'enfant peuvent traduire de manière très explicite des choses qui sont arrivées ou des angoisses. Alors, parfois, on ne fait pas la distinction entre ce qui a été imaginé, un enfant qui dessine une scène un peu violente où en fait c'est un cauchemar, il représente un de ses cauchemars. Si on ne sait pas si c'est la vérité, la réalité, ou si c'est un cauchemar, une angoisse qui le hante, c'est intéressant d'aller voir un psychologue clinicien qui connaît bien les enfants, qui va vous aider à interpréter ça et à laisser l'enfant s'exprimer, parce que très souvent nos enfants veulent nous protéger, et donc pour pas inquiéter la figure parentale, il dira pas. Et par contre, au détour d'une séance avec un adulte qui est extérieur, avec qui il n'a pas de lien d'attachement, il va lâcher plus de choses parce qu'il n'aura pas peur d'inquiéter cet adulte, que de toute façon papa et maman sont venus payer pour faire quelque chose, et donc il n'y a pas de culpabilité pour l'enfant à parler. Voilà, c'est des signes, les signes somatiques, les changements de comportement, les dessins, les jeux, c'est des clés. Hmm. Penses-tu que les violences faites aux enfants restent encore un sujet tabou? Oui, Pourquoi est-ce qu'il est difficile d'en parler? oui, tout à fait. Je crois que nous avons véritablement du mal à penser l'enfant, à penser la place de l'enfant. Ça fait pas très longtemps qu'on a compris que le bébé avait des émotions, et heureusement, grâce aux découvertes en embryologie, on sait à quel point le bébé est réactif à la voix de sa mère et au stress de la maman pendant la grossesse, etc. Mais ça fait pas très longtemps qu'on a compris que le bébé était une personne, que c'était pas juste un tube digestif qui ne ressent ni la douleur ni les émotions.
Et donc je crois notre société est très jeune et très immature encore dans sa capacité à penser la place de l'enfant, qui n'est pas un adulte, donc à qui on doit des clés, on doit des interdits, on doit des cadres, on doit des repères, mais qui n'est pas personne et qui ressent des choses et qui a un rythme de développement psychique qui lui est propre, qu'on ne peut pas brûler les étapes, qu'un enfant de 7 ans, c'est pas un adolescent, qu'un adolescent, c'est pas un adulte, que le discernement, c'est quelque chose qui se construit petit à petit et avec des figures d'attachement sécurisantes. Et ça, je pense qu'on a du mal on a du mal à le penser parce qu'on a un rapport assez trouble à l'enfance. Je crois que nous avons tous un devoir de regard sur notre propre enfance tant qu'on n'a pas accepté de se poser la question de mais qu'est-ce que je ressentais étant enfant? Est-ce que j'ai aimé être un enfant? Comment je voyais ce monde quand j'étais enfant? Moi, je me rappelle très bien qu'enfant, j'étais frappée par l'injustice du monde. C'était ce qui me sautait le plus aux yeux, l'injustice. Puis d'autres enfants vont vous dire, j'étais très rêveur, j'étais tout le temps dans la nature. Donc, en tant qu'enfant, on avait un regard sur le monde et je crois qu'on doit revenir à ce regard pour pouvoir faire une place aux enfants vis-à-vis de qui aujourd'hui on est collectivement en position de responsabilité. Et que si on a un discours très démagogique où on veut mettre les adultes et les enfants sur le même plan, horizontaliser, dire non mais les profs ils punissent pas, c'est des animateurs, les parents ils sanctionnent pas, etc. C'est pas du tout un cadeau qu'on fait aux enfants, c'est très égoïste, c'est une façon d'abandonner, de démissionner, de pas transmettre les clés, de pas transmettre les outils pour devenir autonome. Et donc, on abandonne aussi notre posture de protecteur. Parce que si on n'est pas capable d'éduquer convenablement notre enfant, lui expliquer que le bien et le mal existent, comment notre enfant va être armé quand il fera face à des adultes qui sont pas nets, qui sont pervers, etc. Il pourra pas le faire, en fait. Et donc, je crois que c'est vraiment extrêmement important qu'il fasse l'expérience de cadre à la maison, qui soient évidemment pas des cadres violents et humiliants, mais ça, c'est pas des cadres, ça, c'est un adulte caractériel qui impose un rapport de force à l'enfant. Il s'agit pas de ça, on n'en est plus là. J'espère, on en est encore là parfois, mais je pense que la société a compris que c'était pas une méthode éducative. En revanche, les interdits doivent être transmis à la maison précisément pour que l'enfant n'ait pas peur de faire référence dans le monde extérieur à ces interdits dans la relation humaine pour se protéger des lieux qui dysfonctionnent, comme une garderie par exemple, et plus tard dans une entreprise qui soit en capacité de repérer un manager pervers par exemple. Alors, depuis plusieurs années, on parle beaucoup d'éducation bienveillante. Avons-nous parfois confondu bienveillance et absence de cadre? Quelle différence fais-tu entre une punition, une sanction, une autorité juste? Alors, je pense que on a la société a compris quelque chose, et ça c'est très précieux, c'est que la violence, l'autoritarisme, les coups de ceinture, les humiliations, ça n'est pas une méthode éducative, c'est une incapacité à élever l'enfant. Voilà, l'éducation, elle élève, l'humiliation et l'autoritarisme, ils rabaissent. Donc c'est le mouvement inverse. Ça, je pense qu'on l'a dans l'ensemble globalement compris. Est-ce que, comme dans tout mouvement d'idées, ça joue comme une tectonique des plaques, il y a eu chez certaines personnes une incompréhension ou une récupération démagogique ou une mésinterprétation ou un mésusage de ça pour dire il ne faut pas mettre de limites. Voilà, dans la continuité de mai 68, il est interdit d'interdire, il faut jouir sans entrave, etc. Oui, mais les gens qui ont fait ça n'étaient pas des adultes bienveillants, c'était des adultes pervers qui se disaient ça m'arrange bien d'horizontaliser les relations adulte-enfant, parce que s'il n'y a plus de verticalité et que je n'ai plus à me positionner en adulte face à quelqu'un qui est immature et dont j'ai donc la responsabilité, alors je peux tout me permettre. Je peux faire le copain, je peux être dans une forme de séduction. Et il y a, on le voit bien quand on voit les chiffres des abus sexuels, une partie de notre société qui est une contre-société, dans tous les milieux sociaux, quel que soit le niveau intellectuel, le niveau de revenu, etc. Certains adultes ont des bénéfices secondaires considérables à dire qu'il ne faut pas de limite. Mais ce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant qu'ils disent qu'il ne faut pas de limite. C'est pour pouvoir tout se permettre avec des mineurs et être dans un rapport que j'appelle incestuel collectif, c'est-à-dire un rapport de séduction à l'enfant.
Quand on pose les interdits, pour que le cadre soit sain, l'interdit qu'on pose à l'enfant, on se le pose à soi. C'est-à-dire que si on interdit à l'enfant de toucher sans demander, d'être intrusif avec le corps d'un membre de la famille, ça veut dire que le parent est le premier à se soumettre à cette règle et qu'il ne va pas être intrusif avec le corps de l'enfant. Donc, je pense que ça a servi, cette éducation bienveillante, parfois de masque de vertu à des gens pervers. Mais évidemment que la compréhension que l'humiliation, les châtiments corporels et la violence n'ont rien à faire dans une éducation, c'est une très bonne chose. En revanche, je sais pas, moi j'éduque 3 petits garçons. Je suis pas quelqu'un qui crie parce que j'ai été traumatisée par les hurlements. J'avais une mère qui ne faisait que hurler, donc du coup j'ai vraiment pas envie qu'il y ait cette ambiance à la maison. Par contre, évidemment qu'une maman qui est avec 3 garçons, un ado et des jumeaux, il y a quand même des moments, pardon de faire ce geste, mais où il faut un peu resserrer la vis parce que sinon c'est la foire d'empoigne et tout le monde est perdant. Donc, mais je crois qu'on peut avoir des règles strictes où l'enfant sent que quelque chose n'est pas négociable et par ailleurs avoir une grande souplesse et une grande flexibilité sur des choses qui nous paraissent moins importantes. Et peut-être que les parents sont un peu perdus parce qu'il y a eu plein d'injonctions paradoxales. On leur a dit qu'il ne faut pas sanctionner, mais du coup maintenant les enfants ne sont pas éduqués, donc ils sont hyper mal élevés, etc. Moi j'ai l'impression aussi qu'on a un peu voulu créer un clivage très binaire, très manichéen entre les défenseurs de l'éducation bienveillante et ceux qui seraient les méchants défenseurs de l'autorité. Moi, dans la pratique quotidienne avec 3 garçons, j'ai pas l'impression de vivre cet écartèlement du tout. J'ai l'impression que évidemment, chaque étape du développement de l'enfant m'oblige à retravailler des choses. L'adolescence de mon fils me questionne parce que moi, j'ai pas eu le droit d'être une adolescente dans mon histoire familiale qui était marquée par de la maltraitance. Donc je me dis où est-ce que je place le curseur pour être assez cadrante, mais pas trop castratrice non plus. Même si là, j'ai envie de mettre toutes ces affaires dans un sac et de le balancer par la fenêtre parce que j'en ai ras-le-bol. Mais voilà, on arrive à désamorcer beaucoup par l'humour aussi à la maison. Moi, je pense qu'il ne faut pas éviter les conversations difficiles avec l'enfant, que c'est normal qu'il y ait des conflits à la maison parce que la famille, c'est le premier lieu d'apprentissage des rapports humains et que si on veut jamais de conflit, si on veut toujours lâcher pour faire plaisir et pas se prendre la tête, on leur rend pas du tout service. Mais surtout, je pense qu'en fait, la clé, c'est de choisir ses combats. Chaque parent a le droit d'avoir des combats différents. Moi, j'ai des combats, je les ai choisis. C'est le respect, sur ça, je ne transige pas. Le temps de sommeil et puis les écrans et le sucre que je considère être les pires drogues dures pour un enfant. Donc là-dessus, mes enfants me connaissent. Donc ils savent qu'en fait, c'est pas la peine d'essayer. Ils vont perdre parce que je suis extrêmement patiente pour tenir bon dans le non. Par contre, que ce soit un peu la foire un jour où il y a des amis à la maison et qui se couchent plus tard et que voilà, et qui... Bon, en fait, là-dessus, je vais être cool. Mais parce que moi, j'ai pas envie de me mettre en burn-out non plus et que sur les combats importants, je ne lâcherai rien, en fait. Donc sur les écrans, je lâche rien. Donc en fait, ils savent d'avance qu'ils ont perdu. Donc ils peuvent faire une crise. Ça n'aura aucune emprise sur moi, en fait. Et je pense que quand on arrive à rester maître de soi parce qu'on a choisi ses combats, ça désamorce aussi des choses. Parce que l'enfant, il sent où est-ce qu'il peut essayer de transgresser et où est-ce que c'est pas du tout la peine. Et franchement, parfois, l'enfant, il le voit à un regard. Que il se recadre avec un regard. Ils le sentent même. Moi, ça m'arrive très calmement de dire à un enfant, alors ce qu'on va faire, c'est que tu vas ressortir de la pièce, tu vas recommencer ta demande. Voilà, là, j'ai pas compris. Là. Donc, tu sors, tu refais ta demande. C'est pas humiliant, mais c'est hyper ferme, en fait. C'est pas du tout OK que tu me parles comme ça. Voilà. Alors, bien sûr, il y a des moments où c'est difficile, on n'est jamais parfait. Ça nous est tous arrivé de gueuler dans les embouteillages parce qu'on était saoulés d'écouter pour la 14e fois la même chanson dans la voiture. Mais moi, je suis assez inquiète de ce clivage qui est en train de se tendre entre l'éducation bienveillante et ceux qui ne sont pas pour l'éducation bienveillante. Je voudrais qu'on pense dans le réel, qu'on comprenne aussi de quoi on parle quand on parle d'un enfant de moins de 3 ans, donc d'un bébé. La notion de sanction n'a aucun sens. Quand on parle d'un gamin de 14 ans qui est dans la rue le soir, tard, un soir de match de foot, waouh, il est urgent que les autres adultes et la société interviennent là où visiblement la famille a démissionné. Tu vois ce que je veux dire? Donc, de quoi parle-t-on aussi quand on parle d'éducation bienveillante, d'interdit, de sanctions? Moi, je pense qu'il y a un truc qui est dévastateur pour l'enfant, c'est l'humiliation. Il faut jamais humilier.
Parce que moi, j'ai passé mon enfance à me faire humilier. Comment Il tu faut jamais humilies? rabaisser dans les paroles, il faut jamais humilier, il faut jamais dire, il faut jamais se laisser aller à dire t'es une merde, t'es ceci, etc. Je pense que vraiment là-dessus, il faut comprendre que l'humiliation Mmh. crée de la violence. Ça fait des adultes plus tard violents, narcissiques, caractériels, mal dans leur peau, dépressifs, anxieux. C'est une catastrophe. La violence verbale, elle laisse vraiment des traces sur l'âme de l'enfant. On n'a pas le droit de faire ça, en fait. Même si on est très, très énervé, on va se mettre la tête dans le réfrigérateur 3 minutes. Et voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas créer trop de clivage dans le débat. Et qu'en fait, notre rôle de parent, malheureusement, j'ai envie de te dire, pour conclure, que c'est difficile parce que la clé, c'est d'être des exemples. Et est-ce qu'on est exemplaire tous les jours? Bien sûr que non, en fait. Mais on est tous dans le même bateau et on essaye tous de travailler sur nous, de faire de notre mieux. Et en fait, j'ai bien aimé ce que tu viens de dire, dans le sens où en fait, on est tous ensemble là à essayer de comprendre comment faire pour éduquer autrement que ce que nous, on a reçu. Ouais, et tu vois, je pense que ce qui ferait plus de bien aux parents, plutôt que ces injonctions, ces espèces de trucs très manichéens, éducation comme ci ou éducation comme ça, ce serait de se parler. Enfin, moi, je sais que parfois, ce qui me fait le plus de bien, c'est d'aller dîner avec des copines qui ont des enfants un peu du même âge. Et en fait, déjà, t'es déculpabilisé de voir qu'on a toutes les mêmes questions et toutes les mêmes problèmes au Ouais, même moment. Et d'en parler entre adultes, en fait. Les parents ouais, sont trop isolés. C'est pas que les parents font pas bien en ce moment, c'est que les parents ont hyper envie de bien faire, mais qui sont plus seuls que jamais parce que il y a plus ce lien entre les générations. Dans les grandes villes, c'est vraiment chacun sa gueule. mm, Et on a besoin d'être entouré d'adultes qui comprennent, des parrains, des marraines, des... Voilà. ouais. Ça, on en parle beaucoup sur le podcast d'ailleurs. Alors, certaines technologies, intelligence artificielle, vidéosurveillance, applications d'alerte comme The Sorority, permettent de mieux protéger les plus vulnérables. Peuvent-elles être une partie de la solution euh, quand on parle d'abus, de tout ce qui est en train de se passer dans le périscolaire ou ailleurs? C'est des outils nécessaires vu l'ampleur du désastre dans la société. En préparant l'émission, je te parlais du coût de la sécurité pour une femme aujourd'hui dans les grandes villes en France. La position de la femme a régressé dans l'espace public. Moi, je ne fais plus à Paris à 44 ans des choses que je me permettais de faire à 25 ans ou 20 ans quand j'étais étudiante, comme être en mini-jupe le soir et rentrer sans m'inquiéter, pas très tard d'un dîner toute seule. Voilà, maintenant on est enfermé à clé dans sa voiture, on est ultra vigilant tout le temps. Oui, c'est-à-dire que c'est pas une solution au problème, c'est des outils nécessaires de la même manière que je pense qu'on doit absolument pas hésiter à mettre nos enfants et nous les femmes à des cours de self-défense. Mais c'est juste la base. Enfin, moi, honnêtement, les cours de self-défense m'ont permis d'éviter une situation qui était en train de dégénérer. Parce que si j'avais pas eu ces discussions et ces entraînements, j'aurais pas eu le bon réflexe, j'aurais été sidérée par l'agression, j'aurais pas eu le bon réflexe et j'aurais pas été en capacité de mettre en fait un coup avec ma tête comme ça qui m'a permis de me dégager en surprenant la personne qui voulait s'en prendre à moi. Mhm. Donc je pense que oui, c'est indispensable, mais que la vraie solution, c'est de jouer sur les causes. Et les causes, c'est l'éducation. C'est d'enseigner évidemment, d'enseigner le respect, de sanctionner dès qu'il y a un délit dans la rue, au lieu de dire on va donner une seconde chance. Il faut comprendre qu'une seconde chance pour un mineur violent, c'est un encouragement, donc ça le condamne à sa propre violence et ça condamne les prochaines victimes. Donc il faut sortir du sentimentalisme idéologique au niveau de la justice. Je pense qu'à l'école, il faut redonner aux enseignants le droit d'avoir une autorité, en fait. C'est pas indigne, au contraire. Ils vont être admirés et respectés par leurs élèves. C'est pas le respect et la crainte au sens de l'admiration pour celui qui enseigne quelque chose. C'est pas de la peur. Moi, en fait, heureusement que j'ai eu certaines maîtresses et certains profs qui, justement, m'ont permis de voir mes capacités, alors qu'à la maison, j'étais sans cesse rabaissée. Tu vois, donc je pense qu'il faut arrêter de voir l'autorité comme un gros mot, parce que l'autorité, c'est aussi ce qui te donne confiance en toi et qui t'aide à te défendre psychologiquement dans des situations plus tard. Donc voilà, oui, ces applis, le self-défense, les petites alarmes aussi, toutes petites, qu'on peut activer dans son sac à main. Oui, je pense que tout ce qui peut permettre aux femmes de se sentir et aux enfants de se sentir outillés, c'est important. Mais il faut aussi une vraie cohérence dans les politiques. On peut pas dire... la classe politique ne peut pas prétendre être féministe.
et ne pas prendre des mesures concrètes quand on voit l'augmentation des agressions dans les transports publics à Paris. Je veux dire, faut arrêter de se moquer du monde. Mm. Tu penses qu'il y a un peu de laxisme quand même aujourd'hui en France par rapport à tout ce qui se passe C'est plus que du laxisme, c'est-à-dire que quand 87% des plaintes sont classées sans suite, etc., c'est au-delà du laxisme. Pour moi, c'est open bar, quoi. Les plaintes sont même pas transmises au parquet parce que voilà, il y a des statistiques à maintenir. Donc oui, il y a un vrai problème au niveau de la justice. Et je comprends que beaucoup de Français se sentent impuissants, se sentent profondément en colère. Et je pense que s'il y avait une mesure à prendre déjà tout de suite, immédiatement, la première chose à faire, mais moi j'en avais parlé à un député il y a déjà 5 ou 6 ans, c'est une réforme totale du recrutement et de la formation des personnels qui travaillent auprès des mineurs. C'est-à-dire moi déjà, quand j'ai passé le concours des psychologues praticiens, de l'école des psychologues praticiens, on m'a fait passer des tests de personnalité, donc on s'est quand même assuré que j'avais une personnalité à peu près équilibrée. Je pense que c'est indispensable que les gens qui travaillent auprès de mineurs, quand on voit la quantité d'enfants abusés, y compris dans des crèches, des bébés qui sortent avec du sang dans la couche, enfin, on voit des abominations dans mon métier, ou quand on est flic, ou quand on est avocat. Il faut que les gens qui travaillent auprès des enfants et qui font donc un travail fondamental pour la société, puisqu'ils s'occupent des personnes vulnérables, soient correctement formés, encadrés, supervisés, parce que c'est difficile ce qu'ils font, c'est dur de s'occuper toute la journée de plusieurs enfants qui ne sont pas les tiens, correctement rémunérés. Déjà quand c'est les tiens. Déjà quand c'est les tiens, la journée est longue quand c'est la canicule, voilà, qu'ils soient correctement formés, testés, encadrés, supervisés, bien rémunérés, dignement, dans des conditions de travail où ils sont assez nombreux pour se relayer entre adultes. Et évidemment qu'il faut qu'ils passent par un processus de vérification du casier judiciaire, de tests de personnalité, et qu'on s'assure que ce soit des personnes dévouées, empathiques, pas impulsives, etc. Il est évident qu'à partir du moment où vous proposez un emploi auprès de l'enfance, vous allez avoir au moins la moitié des candidatures qui seront des candidatures de pédophiles. Enfin, je veux dire, faut quand même sortir du pays des bisounours, quoi. Donc, il faut... Et alors là, pour le coup, moi, je suis pour qu'il y ait des caméras partout, hein. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Ah bah bien sûr. La dissuasion à fond, quoi. Bah, caméra partout, mais partout, parce qu'ils vous emmènent là où il n'y a pas de caméra, donc des caméras partout. Quand il s'agit des enfants, donc potentiellement de gens qui ne peuvent pas parler, mais comme dans les EHPAD, on a des malades d'Alzheimer qui se font agresser et maltraiter. Alors là, pour le coup, oui, caméra, bien sûr. Aux États-Unis, c'est déjà le cas. J'ai des copines qui sont dans des crèches. Ils vont encore plus loin, hein. Les parents ont accès aux caméras, donc ils peuvent suivre leur enfant toute la journée. Ouais. Tu vois, Bah ouais. à Londres, c'est pareil, tu as des caméras à tous les coins de rue. Et ça fonctionne. J'ai aucun problème avec ça, moi. Moi non plus. Alors que je suis pas du tout pour le crédit social et le contrôle social, mais je pense que dans les espaces où il y a des enfants ou des personnes vulnérables, même des personnes handicapées qui peuvent pas parler, etc., bah t'as pas le choix en fait. Bah oui, c'est la politique du zéro risque, quoi. On fait tout ce qu'on peut pour éviter. Bah, c'est surtout qu'il faut quand même partir du principe que les coupables ils mentent. Donc la caméra permet d'avoir une preuve, parce que quand on voit qu'un animateur du périscolaire jugé pour agression sur 9 fillettes, harcèlement, agression sexuelle, est relâché parce que les preuves n'étaient pas suffisantes. Mais attendez, vous voulez dire qu'il faut qu'une petite fille de 3 ans qui vient de se faire lécher ou pénétrer par un adulte, elle doit se faire un prélèvement vaginal pour qu'il y ait une condamnation? De quoi on parle là? C'est un délire. Donc bien sûr, caméra. Mais alors là, oui, tous les jours et même le dimanche, aucun problème. Mais c'est un petit budget à débloquer, quoi. Hein, mettre des caméras de sécurité, c'est... Alors la question du budget, si tu veux, quand on voit les impôts absolument stratosphériques, les prélèvements stratosphériques qu'il y a en France, moi j'estime que vu le taux d'imposition qu'on a en France, on devrait avoir des hôpitaux 5 étoiles, des soignants qui soient payés le double ou le triple, une administration réactive, des écoles nickel avec 100% des enfants qui lisent et qui écrivent parfaitement bien avant l'entrée en 6e, et des magistrats qui ne soient pas au bout du rouleau quand ils veulent faire leur travail correctement parce qu'ils n'ont pas assez de moyens, et une vraie sélection surtout de toutes ces personnes pour dégager les pervers.
Avec les impôts qu'on paye, on devrait pouvoir avoir ça. Voilà. Donc, si on continue d'avoir des impôts pareils, on a peut-être un problème la manière dont l'argent est alloué est un vrai problème. Moi, quand j'étais à l'hôpital, j'ai vu des suppressions de postes d'infirmiers et par contre des préfabriqués dans la cour parce qu'on faisait pulluler des postes administratifs alors qu'il n'y avait pas assez d'infirmières, les médecins étaient en difficulté. L'été, il n'y avait que les internes quasiment dans le service de psychiatrie, donc il y avait une vraie baisse de la qualité du soin aussi, et pour les internes, c'était très difficile. Si on ne mettait pas le budget dans l'administratif ou dans les paillettes ou dans les campagnes de com à 2 balles pour nous dire ce qu'il faut manger dans les abribus ou à quoi on doit s'identifier pour être dans une société bienveillante, inclusive, tolérante. Bref, si on ne dépensait pas l'argent n'importe comment, on aurait largement le budget pour ces choses-là. On dépenserait moins et en plus, on aurait le budget pour ça. Et d'ailleurs, je reviens au sujet des caméras de sécurité. Ça peut aussi être un moyen de de savoir. Si jamais un jour des parents viennent vous voir en vous accusant de faits, bah vous avez la caméra. On peut Bien sûr. aussi, à l'inverse, pouvoir se protéger en tant Mais bien sûr. qu'animateur si jamais il y a quoi que ce soit. Et les adultes qui sont dans le périscolaire qui disent ah mais nous on a peur parce que maintenant on va être soupçonné, on va être accusé, les caméras c'est aussi un moyen de dire il n'y a plus de débat en fait, voilà. Il n'y aura pas de diffamation, il n'y aura pas de calomnie. Et si tu devais donner 3 conseils essentiels aux parents pour protéger leurs enfants tout en les aidant à grandir libres et confiants, ce seraient lesquels? Euh, Faites-vous confiance à vous les parents en fait. C'est votre enfant. Aucun professionnel pédagogue, psy, pédiatre, politique ne le connaîtra mieux que vous, jamais. Donc faites-vous confiance, choisissez vos combats. Peut-être que le plus beau cadeau que vous pouvez faire à votre enfant, c'est d'avoir vous-même un peu bossé sur votre enfance pour savoir ce que vous voulez garder et ce que vous voulez transformer de l'éducation que vous avez reçue ou que vous n'avez pas reçue. Et vous rappelez que votre enfant n'est pas vous, que petit à petit, sa personnalité va se dessiner et qu'il n'a pas forcément les mêmes besoins que vous. Voilà, ne jamais avoir peur de parler à ses enfants. Les enfants sont pas traumatisés par ce qu'on leur dit, ils sont inquiets quand ils sentent qu'on leur dit pas tout. Donc, il faut poser les vrais mots sur les situations difficiles. Quand il y a un deuil, quand il y a un décès, faut pas tourner autour du pot, faut pas dire il est parti. Mais non, il n'est pas parti, il t'a pas abandonné, il est mort et on ne pourra plus jamais le voir. L'enfant a besoin de vérité, il peut élaborer énormément de choses. Un enfant a beaucoup de ressources. Ça, j'ai envie de le rappeler aux parents. Moi, je suis fascinée de voir à quel point nos enfants ont une sagesse et une intelligence. Il faut juste qu'on pose les mots, en fait. Voilà, et puis dire à votre enfant qu'il a évidemment le droit de ne pas vous parler de tout, mais qu'il peut vous parler de tout et que quelle que soit la situation et quel que soit l'âge qu'il aura, vous le remercierez toujours d'avoir assez confiance en vous pour venir vous parler d'une difficulté et que le plus tôt il vous en parle, plus vite vous pourrez l'aider à trouver une solution et qu'il n'ait jamais peur de venir vous parler. Moi, j'aurais adoré pouvoir aller parler de mes difficultés à ma mère, mais ça m'aurait créé un deuxième problème. Donc, je remercie toujours mes enfants quand ils me parlent d'une difficulté. Je commence toujours par leur dire je te remercie vraiment de m'en avoir parlé parce que j'aurais pas pu le deviner. Voilà, je crois que quand on tisse ce lien de confiance, après, à partir du moment où on est parent, j'ai envie de te dire, de toute façon, on est inquiet et on prend perpète, quoi, parce que on doit les préparer à se passer de nous et plus il se passe de nous, plus on se dit, voilà, j'ai plus la main et pourvu que la vie soit gentille avec eux, quoi. Mais bon, moi, j'apprends tous les jours mon boulot de maman, donc je veux pas trop donner de conseils. C'est pas parce qu'on est psy qu'on est mieux lotis, hein. Franchement, je suis pas sûre que je sois un cadeau pour mes enfants. Si. Il y a beaucoup de livres à la maison, mais à part ça, bon. Ils auront toujours à se plaindre de toute façon. Bon, petite conclusion. Alors, protéger un enfant, ce n'est pas seulement prévenir les dangers, c'est aussi lui transmettre des repères, de la confiance et de la capacité de demander de l'aide. Ouais, et il a le droit de dire non, en fait. Il a le droit de dire non. Et dire stop aussi. Mm. Ouais. Merci Estelle. Merci à toi. Marie-Estelle.